Ah, l'observation de la nature. Lorsque la conscience, sans penser, énonce l'observation et l'expérience comme la source de la vérité, le sens des paroles qui disent cette vérité pourrait bien être qu'il s'agisse seulement du goût, de l'odorat, du toucher, de l'ouïe, de la vue. Mais sans zèle à recommander le goût, l'odorat, etc. Elle oublie de dire qu'elle sait déjà, en fait, déterminer de manière tout aussi essentielle l'objet de ses sensations, et que cette détermination-là va au moins autant pour elle que la sensation en question. Elle considérera également tout aussitôt que ce qui lui importe pour elle que la sensation en question. Elle considérera également tout aussitôt que ce qui lui importe de manière du fait que de manière générale n'est pas tant uniquement de percevoir, mais par exemple l'accord dérapage à la perception du fait que ce canif se trouve à côté de cette tabatière, la valeur d'une observation. Le perçu doit avoir au moins l'importance et la signification d'un universel et non d'un ceci sensible. Sans soi. Cet universel d'un universel et non d'un ceci sensible. Cet universel n'est ainsi d'abord que ce qui reste identique à soi. Son mouvement n'est que le retour uniforme de la même activité. La conscience qui est dans cette mesure ne trouve ni dans l'objet que l'universalité, le mien abstrait, doit prendre sur elle le mouvement propre de cet objet, n'étant pas encore la compréhension par l'entendement de celui-ci. De celui-ci, il doit au moins en être la mémoire, laquelle exprime sur un mode universel ce qui dans l'effectivité ne se trouve que sur le mode singulier. Ce dégagement superficiel hors de la singularité, ainsi que la forme d'universalité tout aussi superficielle dans laquelle le sensible n'est qu'enregistré, sans être en lui-même devenu un universel, c'est-à-dire la description des choses, n'a pas encore le mouvement dans l'objet proprement dit. Ce mouvement n'est au contraire que dans la description. C'est pourquoi l'objet, dès lorsqu'il est décrit, a perdu son intérêt. Dès qu'un objet est décrit, il faut en entreprendre et toujours en chercher un autre pour que la pratique descriptive n'aille pas s'éteindre, ni
plus facile que cela de trouver de nouvelles choses pleines et entières. Il faut revenir aux choses déjà trouvées, pour les diviser davantage encore, les décomposer et déceler en elles de nouveaux aspects de la chosité. Cet instinct acquis toujours sur la brèche ne peut jamais manquer de matériaux. Trouver une nouvelle espèce remarquable, voire une nouvelle planète à laquelle échoua, bien qu'il soit un individu, la nature d'un universel. Cela ne peut arriver qu'aux chanceux, mais les frontières de ce qui, comme ils les font, le chêne, l'or, est défini par des propriétés remarquables de ce qui est genre et espèce, des sortes de montagnes, de métaux, de terre, etc., qui ne se peuvent exposer qu'après usage de violence et d'artifice. Mais on se règne de même, ici et là. Il descend complètement, s'ouvre une inépuisable réserve pour l'observation et la description. Mais ici, où s'ouvre à elle un champ immense, à la frontière de l'universel, il se peut, au contraire, qu'elle n'ait trouvé plutôt qu'une richesse insondable, que la borne de la nature et de sa propre activité. Elle ne peut savoir si ce qui semble être en soi n'est pas une contingence, ce qui porte sur soi la marque d'une vague forme confuse ou immature. Faible et à peine sorti les limbes de la déterminité élémentaire, ne saurait prétendre être même seulement décrit. Même si cette recherche et cette description semblent ne s'intéresser qu'aux choses, nous voyons qu'en fait, elle ne se déploie pas en restant à la perception sensible, mais que ce à quoi les choses sont reconnues lui importe plus que toutes les autres propriétés sensibles dont la chose proprement dite